Pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué la Libye, l'Irak, l'Afghanistan et le Yémen? Pourquoi les agents américains participent à la déstabilisation de la Syrie? Et pourquoi le gouvernement américain cherche-t-il tant à détruire l'Iran, en dépit du fait que l'Iran n'a attaqué aucun pays depuis 1798? Qui sera le prochain? Et vers quoi allons-nous? Quand vous regardez la trajectoire vers laquelle nous nous dirigeons, cela est incompréhensible si vous vous basez sur ce que l'on vous a enseigné à l'école. Et cela n'a absolument aucun sens si vous fondez votre vision du monde sur la propagande que les médias dominants tentent de faire passer pour de l'information. Mais c'est parfaitement sensé une fois que vous connaissez les réelles motivations des pouvoirs en place. Pour comprendre ces motivations, nous devons d'abord regarder l'histoire. En 1945, l'accord de Bretton Woods a fait du dollar la monnaie de la réserve mondiale, ce qui revenait à libeller en dollars les produits internationaux. Cet accord qui donne aux États-Unis un avantage financier, a été établi à condition que l'argent puisse être convertible en or, au taux constant de 35 $ l'once. Les États-Unis ont promis de ne pas imprimer beaucoup d'argent, mais il ne s'agissait que d'un accord verbal, puisque la Fed a refusé de permettre toute vérification ou surveillance de son processus d'impression. Au cours des années ayant précédé les années 70, les dépenses de la guerre du Vietnam ont fait prendre conscience à de nombreux pays que les États-Unis ont imprimé beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient en or. Ils ont donc commencé à réclamer de l'or en retour. Évidemment, cela a déclenché une baisse rapide de la valeur du dollar. La situation a atteint son paroxysme en 1971, lorsque la France a tenté de retirer ce qu'elle possédait en or, et que Nixon a refusé. Le 15 août 1971, il prononça le discours suivant. J'ai chargé le secrétaire au Trésor de prendre les mesures nécessaires pour défendre le dollar contre les spéculateurs. J'ai chargé le secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ou les autres actifs en réserve, sauf pour des sommes et conditions jugées dans l'intérêt de la stabilité monétaire ainsi que pour les meilleurs intérêts des États-Unis. Ce n'était évidemment pas une suspension temporaire comme il le prétendait, mais un changement permanent, et pour le reste du monde qui avait confié aux États-Unis son or, il s'agissait purement et simplement d'un vol. En 1973, le président Nixon demanda au roi Faisal d'Arabie Saoudite de n'accepter les paiements pour le pétrole qu'en dollars, et d'investir les profits dans les bons du Trésor et les billets américains. En échange, Nixon garantissait une protection militaire des champs de pétrole saoudiens. L'offre a été étendue à l'ensemble des pays clés producteurs de pétrole dans le monde, et en 1975, tous les membres de l'OPEP ont accepté de ne vendre leur pétrole qu'en dollars américains. Le mouvement consistant à détacher le dollar de sa parité or, en le rattachant au pétrole étranger, ce qui a instantanément forcé tous les pays importateurs de pétrole du monde à maintenir un approvisionnement constant de billets de la réserve fédérale. Et pour avoir ce papier vert, ils doivent envoyer des biens physiques à l'Amérique. Voici comment les pétrodollars sont nés. Les billets s'en allaient, et tout ce dont les États-Unis avaient besoin arrivait. C'est ainsi que les États-Unis sont devenus très très riches. Ce fut la plus grande escroquerie financière de l'histoire. La course à l'armement de la guerre froide était un jeu de poker. Les dépenses militaires étaient les jetons et les États-Unis avaient un approvisionnement en jetons infini. Avec les pétrodollars à leur actif, ils ont réussi à faire monter les enchères de plus en plus haut, et dépenser plus que tous les autres pays du monde, jusqu'à ce que finalement les dépenses militaires américaines dépassent celles de toutes les nations du monde réunies. L'Union soviétique n'a jamais eu la moindre chance. L'effondrement du bloc communiste en 1991 a éliminé le dernier adversaire de taille face à la puissance militaire américaine. Les États-Unis étaient désormais une superpuissance incontestée, sans rival. Beaucoup espéraient que cela marquerait le début d'une nouvelle ère de paix et de stabilité. Malheureusement, ceux au sommet avaient d'autres idées. La même année, les États-Unis ont envahi l'Irak, lors de la première guerre du Golfe, et après avoir anéanti l'armée irakienne et détruit leurs infrastructures dont des stations d'épuration et des hôpitaux, des sanctions paralysantes ont été imposées, lesquelles empêchaient aux infrastructures d'être reconstruites. Ces sanctions qui ont été initiées par Bush père et soutenues tout au long par l'administration Clinton, ont duré plus d'une décennie. Et on estime qu'elles ont tué plus de 500 000 enfants. L'administration Clinton était parfaitement au courant de ces chiffres. Nous avons entendu dire qu'un demi-million d'enfants sont morts. C'est plus que les enfants morts à Hiroshima.
Cela en valait-il le prix? Je pense que c'était un choix très difficile, mais nous pensons que cela en valait la peine. Madame Albright, qu'est-ce qui vaut la peine de tuer 500 000 enfants? En novembre 2000, l'Irak a commencé à vendre son pétrole exclusivement en euros. Il s'agissait d'une attaque directe contre le dollar et envers la domination financière américaine, et cela n'allait pas être toléré. En réponse, le gouvernement américain avec l'aide des médias dominants, ont commencé à mettre en place une campagne de propagande massive affirmant que l'Irak possédait des armes de destruction massive et qu'elle avait l'intention de les utiliser. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak, et une fois qu'ils eurent pris le contrôle du pays, les ventes de pétrole ont été de nouveau adossées au dollar. Ceci est particulièrement remarquable car revenir au dollar entraînait une perte de 15 à 20% sur les revenus en raison de la valeur élevée de l'euro. Cela n'a aucun sens, sauf si vous prenez en compte les pétrodollars. Alors je suis revenu le voir quelques semaines plus tard et à ce moment-là, nous bombardions l'Afghanistan. J'ai demandé, prévoyons-nous toujours d'aller en guerre contre l'Irak? Il a dit, oh, c'est pire que ça. Il s'est baissé et a pris un document rangé au bas de son bureau, et il a dit, je viens de récupérer ça d'en haut. Il s'agit d'un mémo qui décrit comment nous allons détruire 7 pays en 5 ans. En commençant par l'Irak, la Libye, le Liban, la Somalie, le Soudan, la Syrie, et en finissant avec l'Iran. Jetons un coup d'œil sur les événements de la dernière décennie et voyons si nous pouvons en tirer un modèle. En Libye, Kadhafi était en plein processus d'organisation d'un bloc de pays africains visant à créer une monnaie basée sur l'or, appelée le dinar, qu'il souhaitait utiliser pour remplacer le dollar dans cette région. Les forces américaines et l'OTAN ont déstabilisé puis renversé le gouvernement libyen en 2011, et après avoir pris le contrôle de la région, les États-Unis ont armé les rebelles, exécuté Kadhafi, et immédiatement mis en place la Banque centrale libyenne. L'Iran mène depuis un certain temps une campagne active visant à mettre fin aux ventes de pétrole en dollars. Et l'Iran a récemment passé des accords afin de commencer à vendre son pétrole contre de l'or. En réponse, le gouvernement américain avec l'aide des médias dominants a tenté de créer un soutien international pour encourager des attaques militaires sous le prétexte d'empêcher l'Iran de construire une arme nucléaire. En attendant, ils ont mis en place des sanctions visant à provoquer un effondrement économique de l'Iran. La Syrie est le plus proche allié de l'Iran et ils sont liés par des accords de défense mutuelle. Le pays est actuellement en train d'être déstabilisé avec l'aide secrète de l'OTAN. Et si la Russie et la Chine ont mis en garde les États-Unis de ne pas se lancer dans cette aventure, la Maison-Blanche a quant à elle fait des déclarations au cours des derniers mois indiquant qu'elle envisage une intervention militaire. Il est évident que l'on ne réalise pas ce qu'une intervention militaire en Syrie et en Iran signifie. La conclusion de tout ceci est évidente, tout comme pour l'Irak et la Libye. Les États-Unis travaillent activement pour créer le contexte qui leur donnera la couverture diplomatique pour faire ce qu'ils ont déjà prévu de faire. Le motif de ces invasions et actions clandestines devient clair lorsqu'on les regarde dans leur contexte global. Ceux qui contrôlent les États-Unis comprennent que si quelques pays commencent à vendre leur pétrole dans une autre monnaie, cela déclenchera un effet domino, et le dollar s'effondrera. Ils ont conscience du fait qu'il n'y a absolument rien d'autre qui maintienne la valeur du dollar en ce moment, et le reste du monde aussi. Mais plutôt que d'accepter le fait que le dollar se rapproche de la fin, les pouvoirs en place ont mis en œuvre une manœuvre bien réfléchie. Ils ont décidé d'utiliser la force brute de l'armée US pour écraser toute résistance au Moyen-Orient et en Afrique. Le dinar à lui seul serait suffisamment nuisible, mais ce que vous devez comprendre, c'est que cela ne va pas se terminer avec l'Iran. La Chine et la Russie ont déclaré publiquement dans des termes sans équivoque, qu'ils ne toléreront pas une attaque contre l'Iran ou la Syrie. L'Iran est l'un de leurs principaux alliés et l'un des derniers producteurs de pétrole indépendants dans la région. Et ils ont conscience que si l'Iran s'effondre, alors ils n'auront aucun autre moyen d'échapper à la valeur du dollar que de mener la guerre. Et pourtant, les États-Unis poussent à cela en dépit des mises en garde. Ce que nous voyons ici, c'est une trajectoire qui mène tout droit à l'impensable. C'est une trajectoire qui a été cartographiée il y a des années en ayant conscience des conséquences humaines que cela implique. Mais qui sont ceux qui nous mènent dans le mur? Quel genre de psychopathe est prêt à déclencher un conflit mondial qui entraînerait des millions de morts juste pour protéger la valeur d'une monnaie papier? Évidemment, ce n'est pas le président. La décision d'envahir la Libye, la Syrie ou l'Iran,
a été prise des années avant qu'Obama soit sous le feu des projecteurs. Et pourtant, il ne fait qu'exercer ses fonctions tout comme l'ont fait les marionnettes qui l'ont précédé. Alors, qui tire les ficelles? Bien souvent, la meilleure réponse se trouve dans une autre question. À qui cela profite? Bien sûr, ceux qui ont le pouvoir d'imprimer le dollar à partir de rien ont le plus à perdre si le dollar s'effondre. Depuis 1913, ce pouvoir est détenu par la Réserve fédérale. La Fed est une entité privée détenue par un conglomérat des banques les plus puissantes au monde et les hommes qui contrôlent ces banques sont ceux qui tirent les ficelles. Pour eux, c'est juste un jeu. Votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez ne sont que des pions sur leur échiquier. Est-elle un enfant gâté de 4 ans qui jetterait l'échiquier au sol dès qu'il commence à perdre? Les pouvoirs en place sont prêts à déclencher une troisième guerre mondiale pour garder le contrôle sur le système financier mondial. Rappelez-vous-en lorsque les guerres s'étendront et s'accéléreront. Rappelez-vous-en lorsque votre fils, ou celui du voisin rentrera dans un cercueil couvert d'un drapeau. Rappelez-vous-en lorsqu'ils pointeront du doigt le nouveau Ben Laden. Parce que ces aliénés qui dirigent ce spectacle iront aussi loin que vous le leur permettrez. Alors, combien de temps nous reste-t-il? J'entends ça constamment, mais c'est la mauvaise question. Demander combien de temps il nous reste est une posture passive. C'est l'attitude d'un prisonnier qui attend qu'on le sorte d'un fossé et qu'on lui tire une balle dans la tête. Quelles sont nos chances? Peut-on changer le cours des choses? Mauvaise question encore. Les chances n'ont plus d'importance. Si vous comprenez ce à quoi nous sommes confrontés, alors vous avez une responsabilité morale de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour changer le cours des choses, sans regarder quelles sont nos chances. C'est seulement lorsque vous arrêtez de baser votre participation sur les chances de réussite que la réussite devient réellement possible. Pour éradiquer la force maladive de ce projet financier et traîner ces cartels criminels en justice, nous n'avons pas d'autre choix qu'une révolution. Le gouvernement ne va pas vous sauver car il est complètement infiltré et corrompu jusqu'à l'os. Compter sur lui pour trouver une solution est à ce stade totalement naïf. Il y a 3 étapes pour mener une révolution, et celles-ci se suivent. La phase 1 est déjà en cours. C'est la résistance idéologique. À ce stade, nous devons travailler activement pour réveiller le maximum de personnes possible, à propos de ce qui est en train de se passer, et ce vers quoi nous nous dirigeons. Toutes les révolutions débutent par des bouleversements dans les mentalités, et aucune autre résistance significative n'est possible sans cela. Le succès à cette étape du jeu peut être mesuré par la contagion des idées. Lorsqu'une idée atteint une masse critique, elle se répand d'elle-même dans toute la société. Pour parvenir à cette contagion, nous avons besoin de plus de gens dans ce combat. Nous avons besoin de plus de personnes qui s'expriment, qui font des vidéos, des articles, propagent ces informations, à l'échelle nationale et internationale. Et nous avons surtout besoin d'atteindre la police et l'armée. La phase 2 est la désobéissance civile plus connue sous le nom de résistance non violente. À ce stade, vous déposez votre argent là où se trouve votre intérêt, ou plus précisément, vous retirez votre argent ainsi que votre obéissance envers le gouvernement, et vous faites tout ce qui est possible pour mettre l'État à l'arrêt. Pratiquée massivement, cette méthode à elle seule est souvent suffisante pour mettre un régime à genoux. Si vous échouez à ce stade, alors la phase 3 est inévitable. La phase 3, c'est la résistance physique directe. Elle est le dernier recours, et doit être écartée et retardée aussi longtemps que possible, et ne devra être invoquée qu'après que toutes les options auront été épuisées. Il y a ceux qui parlent virilement et qui affirment qu'ils résisteront le moment venu, mais il y a ceux qui ne réalisent pas que si vous êtes inactif pendant les 2 premières étapes, et économisez vos efforts pour la dernière phase de résistance, alors vous échouerez. Un soulèvement armé ne peut réussir que si les gens ont une attitude de résistance active. Et la résistance active n'est possible qu'après que leurs esprits se soient libérés de la propagande dominante.